À, à quoi servent actuellement encore pour l'armée ces monuments? Parce que nous nous interrogeons à l'Association de défense et de protection du Pharaon de justement pouvoir les faire acquérir par des collectivités pour qu'ils soient utiles pour la population dans l'activité touristique. Moi, je suis sénoise, je suis toulonnaise et sénoise, et c'est vrai qu'à la Seine, depuis longtemps, vous avez parlé du fort Balaguier, il y a le fort Napoléon, le fort de l'Aiguillette, la batterie Napoléon à la Seine. C'était des forts militaires et ils ont été transformés, vendus, je ne sais pas de quelle façon, mais pour que ça devienne des monuments, des bâtiments culturels. Alors j'ai eu l'occasion là de rencontrer M. Navarro, l'adjoint au maire chargé du Pharaon, et je l'ai interrogé, j'en ai parlé à M. Bonjardini, qui est le président de notre association. Il était invité ce soir, je regrette qu'il ne soit pas venu, parce que ça aurait été intéressant qu'on puisse avoir son opinion là-dessus, parce qu'il a dit que la ville de Toulon et TPM ne pouvaient pas acquérir le fort du Grand Saint-Antoine, parce que ça coûtait 800 000 euros. Et bon, on pense au budget quand même de TPM, de tout un... Voilà. Et parce que la commune de Toulon s'occupait d'autres forts déjà, entretenait déjà d'autres forts. Or, quand je vois votre conférence très très intéressante, de ce soir, on n'a pas l'impression qu'il n'y a aucun fort où la commune est engagée financièrement. Est-ce que vous pourriez nous apporter des précisions à ce sujet? Alors, Voilà. je pourrais difficilement répondre à la place de la ville ou de TPM. Non, mais ce qu'on peut dire, alors, je crois qu'il y avait plusieurs questions dans votre question. Alors, l'utilité pour la défense d'un certain nombre de forts. Depuis un certain nombre d'années, le nombre de forts qui sont toujours militaires est en train de décroître. Alors, ce qu'on peut citer, c'est que, par exemple, le fort de Balaguier appartient toujours à la défense. Il est ouvert au public depuis les années 65 ou 70 par la commune de la Seine, et ceci en vertu d'une convention entre la défense et la commune de la Seine qui permet l'occupation de l'ouvrage par la commune pour y exploiter un musée. Si la ville de la Seine ne l'a pas acquis jusqu'à présent, c'est pour des questions financières que vous connaissez bien parce que vous êtes sénoise, mais là, vous voyez, il y a un partenariat en quelque sorte qui existe depuis des décennies entre la défense et la ville de la Seine, dans l'intérêt commun finalement. Alors il y a d'autres ouvrages qui sont toujours purement militaires. C'est le cas par exemple, pas très loin de chez vous, le fort de Sifour. Le fort de Sifour, c'est un fort qui a toujours une importance réelle pour la marine. C'est pas un secret de dire que dedans il y a des équipements de transmission qui sont importants pour la marine. C'est la même chose au fort de la Croix-Faron. Les points hauts avaient de l'intérêt en matière d'artillerie. Maintenant, ils ont beaucoup d'intérêt en matière de défense, de transmission, pardon. Si on prend le fort de la Croix-Faron, par exemple, la défense, il y a des équipements de transmission, mais il y a également des pylônes qui sont des pylônes civils, parce que les opérateurs de téléphonie mobile, parce que TDF, sont à la recherche des points hauts. Donc là également, ces organismes bénéficient, dans la mesure où c'est compatible avec les intérêts de la défense, ils bénéficient d'autorisation d'occupation pour installer un pylône à un endroit. Donc là, il y a un petit peu un partage des choses qui se fait. Occupé par la défense, qu'est-ce que nous avons? Le fort Lamalgue. Le fort Lamalgue n'a pas de vocation défensive, mais c'est un ensemble administratif très important pour la marine, parce que c'est là qu'est gérée la situation administrative de tous les marins, en activité, et également en retraite. J'ai encore des papiers au fort Lamalgue, moi. Donc voilà. Donc si vous voulez, il y a un petit peu, effectivement, on pourrait dire aujourd'hui, oui, mais est-ce qu'ils ont besoin d'un fort pour s'installer? Est-ce que ce ne serait pas plus utile que ce fort ait une autre utilité? C'est une question. La réponse, vous savez où elle se trouve. Voilà. Alors, il y a d'autres exemples. Je dis que la défense, depuis plusieurs années, se dessaisit d'un certain nombre d'ouvrages. C'est le cas du fort du Grand Saint-Antoine, qui est actuellement en vente. Qui l'acquérera, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que la défense l'occupait jusqu'à un passé récent, parce que des archives y étaient conservées depuis de nombreuses années. Et elles n'ont pu être déménagées qu'une fois que des locaux ont été construits à cet effet, là où c'était le plus approprié. Donc vous voyez, il y a un petit peu, je dirais,
un poids de l'histoire, non pas des habitudes qui sont des habitudes dans lesquelles on s'encroute, mais un poids de l'histoire qui fait que, on prend le cas du fort de la Croix-Faron, en 1947, les archives de la marine qui avaient été camouflées à l'abbaye du Toronnais pendant la guerre ont été stockées, entre autres, au fort de la Croix-Faron. Elles ont quitté le fort de la Croix-Faron au début des années 80, lorsqu'un dépôt d'archives a pu être construit à cet effet dans un endroit plus approprié. Donc il y a un cours de l'histoire qui se fait, mais l'histoire avance. La batterie de Perras, qui est également à la Seine, appartient toujours à la Défense parce qu'il y a des points où il y a des transmissions, parce que personne d'autre jusqu'à présent n'a été en mesure de le porter pour y animer un projet. Donc l'État, à travers la Défense, conserve ce patrimoine pour éviter de s'en dessaisir dans des conditions, dans n'importe quelle condition. Il y a aussi cet aspect des choses qui intervient. Mais la batterie de Perras est occupée depuis de nombreuses années par une association qui l'ouvre au public très régulièrement. Le fort de Pipodon, qui est sur la commune d'Évenos, a été cédé à la commune depuis déjà plusieurs années. Il est ouvert de façon épisodique au public. Et je sais que la commune a des projets, mais qu'elle ne pourra les réaliser que lorsqu'elle en aura les moyens. On sait qu'actuellement, le contexte est difficile pour tout le monde. Donc, je dirais qu'il y a une tendance générale de la Défense à se dessaisir de son patrimoine, fortifié ou non. C'est un secret pour personne de dire que le ministère des Finances aimerait bien que ça aille plus vite, parce que c'est vendu. Et je crois pouvoir dire que la Défense, moi, c'est ce que j'ai connu quand j'étais en activité, et je crois que c'est encore un peu le rôle. La Défense fait en sorte de ne pas précipiter le mouvement, parce qu'il vaut mieux, justement, dans ce souci de bien public que vous évoquiez à juste titre, de faire en sorte que lorsque ces biens quittent le patrimoine de l'État, que ce soit pour atterrir dans des mains qui en feront un usage le plus respectueux possible de ce patrimoine. Donc je crois que c'est une affaire de longue haleine. Alors le patrimoine, effectivement, dont certaines communes, vous avez cité Toulon, il y en a d'autres, hein, dont certaines communes sont maintenant propriétaires, est-ce qu'il va être restauré rapidement, remettre en valeur et exploité vers le public? Personnellement, je le souhaite, mais là je suis comme vous. On a une voix, on essaie d'expliquer, on l'explique aux élus. Personnellement, sur la commune où j'habite, la mairie de Sanary a racheté, dans un passé récent, une ancienne batterie, la batterie de la CRID à la Marine. De par ma connaissance, et puis étant sanarien, effectivement, je me suis tout de suite inscrit dans cette manip, de façon à dire ce que c'est, à expliquer ce que c'est, en expliquer l'intérêt, et essayer de faire en sorte que le projet qui est conduit soit respectueux de l'histoire de ce patrimoine, ce qui est, je crois, le cas actuellement. Donc voilà, je crois que c'est vraiment une action de tous les jours qu'on doit mener, en sachant que ce sont des affaires de longue haleine, parce que les esprits ne sont pas toujours sensibilisés à l'intérêt du patrimoine, à son histoire, à sa compréhension. Et puis les moyens aujourd'hui ne sont pas à la hauteur des ambitions. Donc je crois que c'est un travail de longue haleine dans lequel il faut qu'on soit très nombreux, parce que finalement, plus on est nombreux et plus facilement on arrive à porter un projet. Oui, en fait, je réfléchis à ce que font nos voisins européens. Il y a l'Angleterre qui a le National Trust, qui lui permet de prendre en charge ce type de bâtiment et de leur donner un destin un peu différent de celui qui était sa première affectation. Et il y a également l'Espagne avec la chaîne des Paradors, où ils récupèrent la plupart des vieux châteaux, des forteresses et de différents bâtiments comme ça, les ouvrent d'une manière très intéressante et très adaptée en quelque sorte au lieu pour en faire de l'hôtellerie plutôt de grand luxe. Et là, il semblerait que sur Toulon, il y a quand même des opportunités extraordinaires dans cette deuxième possibilité. Bien que ce soit un peu trivial de le destiner à l'hôtellerie, c'est quand même une solution envisageable. Il se trouve que le fort de Croix-Faron, vous dites qu'en effet, il conserve des activités de transmission, mais en fait, il y a aussi beaucoup de transmissions à partir du Coudon et du fort du Mont-Côme. Donc éventuellement, cette spécificité de notre plus beau fort toulonnais, on pourrait peut-être la transporter ailleurs et essayer de lui donner un autre destin. Alors, sur l'aspect spécifique des points que vous avez cités, ce qui est au Coudon, le fort du Coudon n'appartient pas à la marine, proprement dite.
c'est la Direction générale pour l'armement qui l'utilise. Vous avez remarqué qu'il y a des espèces de radars. C'est ce qu'on appelle une station de trajectographie. Il y a un centre d'essai de missiles à l'île du Levant, c'est pas un secret, on peut le dire. Et quand on essaye des missiles, il faut voir comment ils se comportent. Le fort du Coudon a essentiellement cet usage. Il y a un peu de transmission aussi, mais qui ne sont pas forcément de la marine. Et quant au Montcaume, les grands pylônes que vous voyez ne sont pas militaires. Donc vous voyez, les points hauts intéressent beaucoup de gens pour des ondes hertziennes ou autres. Alors, je vous remercie de citer effectivement ce qui se passe en Europe. Il faut toujours voir ce qui se passe ailleurs. C'est vrai que les anglo-saxons, les Anglais, avec le National Heritage, plus une culture qui est de ce qu'on appelle les charity en Angleterre. Ce sont des associations d'intérêt général, mais qui ont des financements à la fois publics et privés. C'est quelque chose qui marche très bien en Angleterre. Dans le cas du patrimoine maritime, la partie historique de l'arsenal de Portsmouth a été confiée également à un trust qui l'exploite. Il y a des centaines de milliers de visiteurs. Les Anglais ont une culture différente de la chose. Vous citez le cas des Paradors en Espagne, c'est encore autre chose. Ça existe un petit peu en France. La citadelle de Belle-Île a été rachetée il y a quelques années par quelqu'un qui en fait une hôtellerie de luxe. Alors c'est vrai qu'en France, culturellement, la confiscation, l'appropriation, je dirais, l'appropriation d'un bien qui est public à la base, qui s'inscrit dans l'histoire à des fins purement privées et avec une sélection par l'argent, ça passe un peu mal en France. Voir la piscine Molitor à Paris, c'est très critiqué. France, on a tout de même une grande habitude des obligations légales qui nous incombent lorsqu'on habite un bâtiment historique, parce que la plupart des monuments classés en France sont sous ce double registre de l'appartenance privée et en même temps d'un véritable contrôle d'État. Il y a, alors, ce que vous dites est exact, alors, mais qui s'applique plutôt si on prend le patrimoine classé au sens large. Il y a beaucoup de châteaux, et les châteaux étaient des propriétés privées à la base, et ça permet de les ouvrir au public, c'est vrai. En matière de fortification, on est sur une approche qui est un petit peu différente. Les fortifications ont été édifiées avec les impôts des Français pour leur défense, et la question qui se pose quelquefois, c'est est-il justifié de les privatiser? Alors, mais je suis d'accord, je pense qu'il faut une approche nuancée. On a besoin en fait de toutes les bonnes volontés. En plus, un ouvrage fortifié, s'il est protégé au titre des monuments historiques, ça va être difficile d'y faire n'importe quoi. Le cas de la citadelle de Belle-Île, il y a des capacités de caserne très importantes. Là, c'est plus facile à transformer effectivement en hôtel ou autre. Mais on peut avoir des restaurants, on peut avoir des tas de choses. Il y a au-dessus de Grenoble, on parle de la Croix-Faron, il y a un ouvrage tout à fait comparable à la Croix-Faron qui est le fort du Saint-Hénard au-dessus de Grenoble, à l'entrée de la Chartreuse. Il a été restauré par un mécénat d'entreprise qui a maintenant un restaurant, qui peut faire un peu de logement, et ça fonctionne très bien. Donc je crois qu'à la base, ce qui est indispensable, c'est la volonté. Ça, c'est ce que j'ai toujours dit. Si on a la volonté de ne pas faire, on est sûr qu'on ne fera pas. Si on a l'envie de faire, peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose et que les moyens suivront. Et je crois il y a la question de la volonté, parce que c'est vrai qu'en France, on a une difficulté. Vous parliez du National Heritage en Angleterre. En France, on n'a pas l'équivalent. La Fondation du patrimoine qui existe est plus un relais pour monter des dossiers, est un relais pour la recherche de mécénat, de partenariat, mais n'a pas vocation à gérer par elle-même des ouvrages. Donc c'est vrai qu'on a, sur le plan institutionnel, je pense qu'en France, on est un peu entre deux chaises, mais je crois qu'on a des idées en France, et si on a de l'envie, on peut y arriver. Et quand je regarde ce qui se passe du côté de la Charente-Maritime, quand je vois ce qui se passe du côté de la Bretagne et même du Nord, qui sont très riches en patrimoine fortifié, il se passe beaucoup de choses. Il y a la volonté. Donc, c'est à tout le monde d'agir pour que la volonté se concrétise, je crois. Il faudrait peut-être qu'une ou deux des associations qui sont ici se fendent d'un site pour mettre ça en place, peut-être, non? Oui, à condition qu'il y ait des bonnes volontés pour le faire vivre. Merci Monsieur le Président, je m'excuse de prendre la parole. Je m'appelle Yann Tinguy et je suis adjoint à la culture de la ville de Toulon depuis 3 mois. Et donc Madame, j'ai bien entendu ce que vous avez dit à propos de Monsieur Navarro, que je vous prie d'excuser, il n'a pas pu venir ce soir. Mais vous croyez bien que je lui retransmettrai ce que vous avez dit. Alors, je voudrais juste dire un petit mot.
D'abord, pour remercier M. Cros, que je connais bien, que j'ai bien connu dans une autre vie, avec qui nous avons beaucoup travaillé, et pour la clarté et l'intérêt de tout son exposé. Et nous avons là, ici, dans la région, un spécialiste absolument remarquable de tout le patrimoine varois, Côte d'Azur, et puis bien entendu toulonnais. Il vous a montré que le patrimoine militaire toulonnais était quand même composé d'un nombre d'édifices absolument considérables, qu'il est souhaitable évidemment de protéger tant que l'on peut, mais il est certain qu'on ne peut pas se remettre à la ville pour prendre en charge n'importe quel ouvrage dès qu'il sera disponible. Monsieur Navarro vous a fait une réponse en disant ça coûte de l'argent et on n'a pas pour l'instant l'argent pour le faire. Je suis très intéressé de la fin de son exposé sur cet ensemble fort, caserne fortifiée, crémaillère, etc., qui lui mériterait certainement évidemment d'être protégé. Mais après, une fois que c'est protégé, il faut trouver les moyens financiers pour pouvoir en faire quelque chose. On a vu l'état effectivement de cette caserne qui n'a plus de toit. C'est un vrai projet où il faut fédérer les énergies pour pouvoir réussir à faire quelque chose. Et c'est des sommes qui ne sont pas si grandes que ça à l'acquisition, parce que quand on voit ce que c'est que le bâti du fort du Grand Saint-Antoine, et le prix de vente est inférieur au million d'euros, hein, si je me souviens bien. Il faut quand même dire qu'on voit des villas beaucoup plus petites à ces prix-là se vendre sur le territoire. Mais c'est après un budget d'entretien et de restauration qui reste extrêmement important. Voilà. Alors, je suis comme vous, je suis toulonnais et je suis attaché à la région. Je souhaiterais, bien entendu, qu'une collectivité ou un ensemble de collectivités ou un partenariat entre collectivités puisse aider à l'acquisition, la protection de ces édifices. Mais je crois que par les temps qui courent financiers, c'est assez difficile d'imaginer qu'on va pouvoir sauter dessus. Et puis je voulais juste vous dire un petit mot, alors là, cette fois-ci en prenant un autre chapeau qui est un collègue d'uniforme de M. Cros, si j'ose dire, parce qu'avant ça, j'étais dans la marine et je me suis pas mal occupé un petit peu de la région toulonnaise puisque j'étais préfet maritime. Et donc, eh bien, j'ai travaillé avec M. Cros et avec tout le monde au moment où on a décidé de désaffecter pour un usage militaire le fort du Grand Saint-Antoine, hein, parce que comme vous le savez, c'était un fort qui comportait des archives militaires. On a construit un bâtiment nouveau dans l'arsenal, un travail de bénédictin pour transporter les 10 km d'archives des personnes, en particulier de toutes les personnes de la défense qui avaient servi en Afrique du Nord, qui étaient stockées là. Et puis on l'a remis ensuite à l'État, hein, puisque dès qu'un ministère n'a plus besoin d'un ouvrage, quel qu'il soit, et bien même un ouvrage militaire, on le remet au ministère des Finances. C'est le ministère des Finances qui en dispose et qui va le mettre en vente, s'il juge que c'est utile. Bon, pour votre information, là je parle sous ma casquette non pas d'adjoint au maire, mais d'ancien préfet maritime, il y a actuellement sur le site consultable sur Internet de bâtiments ex-militaires en vente, plus de 45 ouvrages qui sont proposés à la vente, dont certains le sont depuis plus de 7 ou 8 ans et qui ne trouvent pas d'acquéreur. Alors, quand je vous dis ça, il y a des raisons, hein, il y a en particulier beaucoup de raisons qui sont liées à leur implantation et en particulier tous ceux qui sont implantés sur le littoral ont des contraintes de restauration extrêmement compliquées, la loi littorale, etc. J'en passe, on pourrait en faire des cours. Mais ce n'est pas si facile que ça de trouver un acquéreur. Une collectivité, c'est une charge, donc elle hésite à le prendre. Vous disiez que la ville de Toulon n'avait pas pris. La Tour Royale, c'est quand même quelque chose d'important. C'est le plus bel édifice historique et le plus ancien, enfin l'un des plus anciens de la rade de Toulon, et le plus impressionnant, et qui a été transféré il y a 7-8 ans, je crois, du ministère de la Défense à la ville de Toulon. Mais tout ça, ça a un coût. Et voilà. Alors, comme disait M. Cros, la mobilisation est intéressante. C'est-à-dire que si effectivement il y a association de volonté et puis des partenariats, on peut peut-être imaginer d'avancer. Mais c'est illusoire de penser que les collectivités pourront tout prendre à leur charge maintenant, et ça sera probablement de moins en moins le cas. Voilà. Je vous parle un peu franchement, hein, pour vous le dire, d'autant que j'aime beaucoup le Faron. Et puis honnêtement,
l'ensemble du Pharon, enfin l'ensemble mériterait presque d'être classé parce que ça a été une conception complète qui nous a bien été décrite d'un ensemble de systèmes de fortification pour pouvoir y arriver. Bon, c'est pas encore le cas, mais on y arrivera peut-être. Voilà. Si, alors détrompez-vous. Non. Mais bien entendu, quand on vend un bâtiment militaire, la première entité à qui on la propose, avant de le mettre en vente en site public, c'est aux communes. On demande à la commune d'abord, est-ce que ça vous intéresse à ce prix-là? On n'a pas le droit de le donner pour rien du tout. Mais enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, honnêtement, le prix affiché actuellement pour la vente du Fort Saint-Antoine, bon, c'est le prix d'une belle villa au Cap-Brun. Voilà. Bon. Donc c'est quand même pas énorme. Mais les communes ont priorité de toute façon. Et la deuxième chose, qui est un élément qui vient compliquer le jeu, c'est que dès que vous vendez un édifice militaire, il faut s'assurer et garantir qu'il n'y a plus de danger. En particulier qu'il y ait eu une dépollution, des carburants, etc. bien sûr, mais dépollution au point de vue explosif. Et tous ces forts-là, par définition, étaient des forts qui stockaient des explosifs, qui les utilisaient. Et donc, il y a tout un travail d'expertise et éventuellement de travaux qu'il faut financer avant de pouvoir envisager la vente. Donc, ça complique un petit peu le jeu. Enfin, c'est pas impossible, hein, parce que ça s'est fait de nombreuses fois. Mais c'est un processus qui est assez compliqué et il faut donc avoir un acheteur suffisamment solide et convaincu pour dire on va y aller, pour trouver un moyen entre l'État et puis l'acheteur potentiel pour réussir à arriver au bout. En tous les cas, ça prend plusieurs années. Monsieur Tanguy, merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Cros, merci pour votre brillant exposé. Je pense que Monsieur Cros aura fait naître parmi vous des défenseurs de ces bâtiments, une volonté de poursuivre leur protection juridique à travers des classements. Car, bon, l'impluvium est unique en France, la crémaillère est exceptionnelle. L'impluvium et 99% de la crémaillère sont des bâtiments qui appartiennent à la municipalité. Donc là, il n'y a pas de problème d'achat puisqu'ils ont été cédés dans les années 85, si mes souvenirs sont bons, là pour le franc symbolique. Donc maintenant, je pense qu'il va falloir convaincre autour de nous pour obtenir cette protection juridique nécessaire, puis après, pouvoir les ouvrir au public en les réamettant en état avec le plus d'aide possible. Mais il faut quand même se rappeler qu'un classement ouvre la possibilité à des aides d'État allant de 40 à 80%. Alors 80%, il ne faut pas rêver, c'est sur le papier, mais 40%, ça arrive souvent. Voilà. Encore merci à vous tous et à vous toutes. Et puis, à bientôt. Messieurs, dames, bonsoir.